merci beaucoup d'être venus. Déjà, on a eu très peur, on a vu qu'il faisait très chaud, que tout le monde était abattu. Et ça nous a fait quand même un petit pincement au cœur en se disant, si on arrive dans la salle et qu'il y a 2 personnes, on ferait mieux d'aller au bar. Et on y serait allé, je pense. Donc, merci d'être venus. Juste une précision, là, ce n'est pas le Hackachair, c'est bien une table ronde sur le recrutement 2.0. Mais s'il vous plaît, ne partez pas, même si vous avez cru que c'était le Hackachair. Ce que je vous propose, c'est qu'on va fonctionner de la manière suivante. Je vais laisser chacun des intervenants se présenter en mode pitch, c'est-à-dire entre 30 secondes et 1 minute maximum. Et j'interviendrai physiquement s'il le faut, si ça dépasse. Et puis ensuite, je les livre à vos questions et vous n'hésitez pas. On va reprendre la technique d'animation gestuelle qui était chère à la Fabrique du Changement de mon ami François Banenez, que je ne vois pas là, mais qui pourrait être dans la salle. C'est-à-dire qu'en gros, pour prendre la parole, on fait comme d'habitude. On lève la main pour dire que c'est vraiment sympa ce qu'on est en train d'entendre. On secoue les mains en l'air. Pour dire qu'on adhère moins, on met les mains vers le bas. Et puis, si jamais vous avez un petit point technique, une intervention de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, juste un petit point à amener qui dure vraiment pas plus que ça, comme l'arbitre quand il demande un temps mort, et je viens, vous faites ce petit point parce que des fois c'est important dans la discussion. J'espère que j'oublie rien, mais si c'est trop long aussi, que c'est barbant, vous faites une petite signe moulinette et c'est parfait, comme ça on le saura. Ça va? On prend ces règles du jeu là, vous avez repéré? Donc pour demander la parole, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble là? Ok, un petit peu de gym. Quand on est d'accord avec le truc, on veut applaudir silencieusement, parfait. Quand on est moins d'accord, ok. Quand ça commence à être gonflant, qu'il faut abréger, parfait, vous maîtrisez le mouvement, c'est super. Merci beaucoup. Eh ben, on continue de commencer par les dames. Bonjour, merci d'être avec nous. Je suis ravie d'être accueillie en Bretagne par 30 degrés. Merci à vous, en tout cas, pour tout ça. Merci à Vincent. Je suis Carole Blanco. J'ai créé, je dirige une agence de communication digitale qui s'appelle Spotpink et qui est, c'est un nom un peu débile, mais c'est pas grave parce que l'intérêt, c'est pas le nom, c'est ce qu'on y fait. C'est une agence qui est spécialisée dans les domaines de la gestion des ressources humaines et qui a pour clients donc des professionnels de la gestion des ressources humaines. Et puis par ailleurs, je suis psychologue et psychothérapeute dans le domaine de la détox digitale. Bonjour, je suis Christelle Letis, je viens de Bruxelles. Je suis active dans les ressources humaines depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai créé Go to Next Levels il y a 3 ans. J'ai un petit homme qui m'a rejoint qui est là. On fait en fait des implémentations RH et j'ai une grande passion pour le talent management. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur du recrutement, de l'acquisition et du développement de votre personnel. Merci. Bonjour, donc David Guillochot, j'anime un cabinet qui s'appelle Talentis, qui accompagne des très grandes entreprises à essayer d'être plus agiles avec leurs talents justement. Et il y a 10 ans, presque jour pour jour, je lançais une start-up dans le 2.0, dans la RH 2.0 qui s'appelait jobmeters.com. Voilà, donc c'était le recrutement 2.0 à peu près 10 ans. On va voir le recrutement 3.0 aujourd'hui. Merci. Vincent Berthelot, donc slasher, une partie en entreprise sur les RH, où j'ai été à la fois généraliste RH, responsable formation, et puis là sur les relations sociales, et une partie en conseil, intervention, blogueur, et aussi écriture de livres, certains avec Carole Blanco sur l'usage du mail, d'autres avec Franck Lapinta, si vous connaissez, sur le marketing RH. Benjamin Chaminade, je m'occupe, j'ai une entreprise qui fait du conseil en innovation. On est dans les DRH à comprendre les tendances les plus importantes pour ne pas les rater, on va dire. Et en fait, je pense que j'ai dû être invité ici, ou alors je ne sais pas ce que je fous là, parce que j'ai créé une boîte de conseil en recrutement à Sydney, en Australie, que j'ai tenue pendant 8 ans, et qui faisait ce que j'appelais de l'anti-recrutement.
pour éviter le 2.0 qui tout de suite donne un âge. Merci. Super, et très rapidement, merci d'excuser Didier Bécher, qui est DRH de la DCNS, qui est victime d'un hack de la SNCF aujourd'hui, ainsi que Thomas Chardin, mais qui seront bien présents demain. Et puis pour Grégoire et Dorothée, ils sont bien pirates, ils sont bien hackers, mais ils seront là demain matin pour le Hack the Hatcher, et je vous conseille de ne pas rater le démarrage de la journée, puisque c'est eux qui vous montreront en mouvement, c'est eux qui feront l'icebreaker. Je ne sais pas ce que c'est, ils m'ont réservé la surprise, mais la plupart du temps, on n'est pas déçus et c'est super sympa. C'est 9h, soyez là à 9h, comme ça on boira le café tranquillement et ça permettra de se mettre en mouvement. Alors, une question ou pas de question pour commencer? C'est parti, youhou! En fait, toi tu t'es pas présenté, donc c'était... Tout ça pour ça, il va falloir que je remonte. Non, on va rester un petit peu par là. Donc moi, je suis Vincent Rostin. J'ai une société qui s'appelle Le Cairn for IT, qui travaille sur le Talent Lifecycle Management, donc avant, pendant et après le recrutement, et accessoirement sur les réseaux sociaux publics et privés. Voilà pour faire très rapide. Et j'organise le Hack the Hatcher depuis bientôt 5 ans. Et je vous remercie d'être là demain aussi, parce que ça va être funky, normalement. Une vraie question sur le recrutement 3.0. On n'a pas mis de définition, on n'a rien fait. C'est parti par là-bas. Moi, j'avais... Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste un petit exemple vécu il y a 2 jours. J'ai reçu sur LinkedIn une demande de CV, tout simplement. Donc, j'ai répondu à la personne, mais j'ai un profil LinkedIn, pourquoi vous me demandez un CV? Voilà. Est-ce que, Carole, tu veux réagir à ça? Parce que c'est peut-être une question pour une psychologue, ça, non? Je vous le laisse, moi j'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Merci, oui. En effet, pour moi, le CV, c'est aussi has-been que l'email. On en parlait dans notre bouquin, justement, avec Vincent. Je pense que ce qu'on peut noter de cette expérience, et merci de l'avoir partagé, c'est vrai que c'est cocasse, c'est que les habitudes ont vraiment beaucoup d'impact dans notre quotidien et les usages numériques ne sont pas appropriés de la même manière, à la même vitesse par différentes personnes. Et en fait, c'est le réflexe conditionné de demander un CV parce que ça rassure, parce qu'on a l'impression qu'on ne fera pas son travail si on n'a pas de CV, je suppose, hein, j'imagine. Mais voilà, c'est résistance au changement, peut-être. Enfin, voilà. Bon, et si vous avez son profil sur LinkedIn, on peut peut-être le partager, comme ça on pourra aller la voir. Non, mais je pense aussi que dans les CV, en général, il y a quand même plus d'informations que sur les profils LinkedIn. En tout cas, dans la moyenne des profils, c'était certainement pas votre cas, visiblement. Donc les RH, ils ont quand même besoin d'un certain nombre d'informations que souvent dans les profils LinkedIn, ils ne vont pas trouver. J'essaye de trouver une excuse. Pour le reste, ils n'ont même pas compris que parfois on pouvait imprimer les profils LinkedIn. Voilà, donc, puisqu'en général, ça finit toujours sur du papier. Hein. On peut aussi se poser la question de savoir est-ce que c'est la bonne stratégie de mettre tout sur son profil LinkedIn? Est-ce qu'il ne faut pas jouer un peu le théorème de la mini-jupe et en montrer suffisamment pour donner envie et remonter un tout petit peu plus pour qu'on aille chercher un CV en ligne chez DoYouBuzz, qui est un acteur local par exemple, ou ce genre de choses-là. Par exemple sur Viadeo, quand vous cliquez sur le lien vers le CV DoYouBuzz, vous le voyez qu'on a cliqué sur ce lien-là, donc vous savez que la personne qui a cliqué a fait quelque chose de qualifié. Ça peut être intéressant pour vous dans votre potentielle recherche d'emploi. Non, et puis en plus, il faut reconnaître que LinkedIn, c'est quand même moche, quoi. Ça donne pas envie de le lire. Enfin, je sais pas, tout le monde en parle, c'est génial, c'est incontournable, mais c'est super ugly, comparé effectivement à DoYouBuzz. D'ailleurs, je savais pas que ça existait encore. Mais alors, c'est vrai que DoYouBuzz, par contre, ça donne envie. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que la personne qui vous a demandé son CV, c'est peut-être un chargé de recherche, qui n'était pas celui qui prenait la décision, et dont le job était simplement de créer une pile de CV, une pile physique, imprimée, qui rentre plus dans les carrés de ce qu'on lui avait demandé, qu'il pouvait poser sur le bureau de son chef. Donc, il faut voir aussi. Ok, après cette première remarque, une question? Toc toc. Je vais chercher au fond de la salle. Bonjour. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Après, il y a une autre approche, un autre point à prendre en compte, c'est que les réseaux sociaux, c'est très pratique pour de l'approche directe. C'est-à-dire quand les candidats se font chasser. Mais le CV a encore tout son rôle quand on inverse le moteur et que c'est le candidat, justement, qui candidate. Parce que sur un CV, il personnalise par rapport à une offre, Donc je ne pense pas que le CV, moi je trouve justement que le CV a encore tout son sens à partir du moment où le moteur, c'est le candidat.
Voilà, donc je pense qu'il n'est pas complètement mort, le CV. Simplement, attention, quand on parle de CV, il y a CV et CV. Il faut déjà bien comprendre aujourd'hui l'usage du CV. Je suis bien d'accord avec vous qu'aujourd'hui, c'est le CV qui doit servir de flyer pour rediriger la personne vers le Do You Buzz, le LinkedIn, le Viaduc, le Viadeo, qui va bien. Maintenant, attention quand vous faites votre CV par rapport à justement aux réseaux sociaux. Jusqu'à présent, on a appris à faire son CV basiquement en mettant ce que vous avez fait dans le CV. Je ne dis pas de conneries jusque-là, tout va bien? Ok. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut avoir une autre approche, une approche beaucoup plus... Alors, moi, je viens d'Australie, si vous voulez savoir. Quand je recevais des CV, les CV faisaient entre 4 et 17 pages. Ouais, le 17 pages, c'est quand même le record. C'est un Indien qui m'a envoyé. Il y avait une grande page blanche avec juste son nom au milieu. Il y avait le sommaire. Voilà, 17 pages. Par contre, normalement, votre CV doit faire... Voilà, à partir du moment où vous avez 4 ou 5 expériences différentes, doit faire au moins 3 ou 4 pages. C'est-à-dire que vous devez détailler chaque expérience en termes de responsabilité. Donc ça, c'est la fiche de... On apprend à faire des CV. C'est pas possible. Ouais. Excuse-moi Benjamin, mais je suis en train de réaliser qu'on est en train de faire une conférence, un cours sur comment faire un CV, alors qu'on est en train de parler de recrutement de 3.0. Ouais. J'ai l'impression que la réponse est en ce moment elle est là, c'est-à-dire qu'on en est loin encore du recrutement 3.0. Oui, c'est clair. Tu vois, tout à fait là, mais évidemment. C'est étonnant, quoi. Évidemment, parce qu'on est encore dans les vieux réflexes que tu disais tout à l'heure. Mais pas que le recruteur qui veut son papier, le candidat aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai un client qui s'appelle Aquent, je ne sais pas si certains connaissent, qui recherche, et maintenant que je sais qu'il y en a au moins dans la salle, un UX designer. Voilà, parce que les gens se cachent. Les UX designers, par définition, ils ne cherchent pas de travail, donc ils ne mettent pas leur CV, ils n'ont pas besoin d'envoyer leur CV. Donc toute la difficulté de l'exercice et l'intérêt de l'exercice pour un recruteur qui est à la mode, c'est de passer d'une gestion, me dit mon client, de flux de données, de flux de documents, d'envoi, etc., à repenser complètement son processus de sourcing, de détection, de mise en place d'alerte, et puis le bouche à oreille, les recommandations. Et voilà. Voilà, ça c'est une expérience d'un client de l'agence qui l'a partagé avec moi. La grosse différence. Il y a un petit point technique, donc petit point technique, 10 secondes. Eh ben, justement, on ne savait pas où ça allait nous mener, mais on peut éviter d'en rester au CV qui est en interface homme-homme via machine. Je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres développements à faire. On pourrait imaginer tout ce dont on parle autour du data mining, pas le data mining, le big data pour la tarte à la crème, et ainsi de suite. Mais là, on allait quand même, je pense, toucher à quelque chose d'intéressant, c'est qu'on sort de la logique de CV où je regarde en arrière pour aller vers celle où je projette en avant. Et vers me mettre au centre des communautés dans lesquelles je travaille. Donc sortir de ce triptyque peut-être annonce, réponse, analyse, oui, non, je ne sais pas, c'était peut-être ça qui était en train de se passer. En tout cas, ce qui est marrant sur le CV, c'est que avant on ne faisait pas trop confiance au CV, parce qu'on se disait c'est une seule personne qui nous explique ce qu'il a fait avec toutes les compétences, etc. Donc on faisait plus confiance à LinkedIn, parce qu'il y a les recommandations, c'est presque le TripAdvisor du recrutement. Et dernièrement, j'ai fait une formation à une jeune RH où elle me dit « mais c'est n'importe quoi ce qu'ils ont mis maintenant avec les compétences que j'ai et que les autres déclarent pour moi ». Moi, je ne m'en étais pas aperçu parce que ça colle à peu près. Et elle m'a fait voir des trucs où on lui donne des compétences. Alors, vous avez tous été sollicités quand vous êtes sur LinkedIn en disant « est-ce qu'un tel a telle compétence ?» Et vous dites « non, il n'a pas les compétences, mais enfin, je l'aime bien, donc je vais le mettre quand même. » Et on se retrouve avec des compétences qu'on n'a pas, et qui sont données par X personnes. On se retrouve des fois avec 15 personnes. On dit que vous aviez la compétence de data analyst, alors que vous ne savez même pas ce que c'est, parce qu'une personne a commencé, les autres, pour vous faire plaisir, l'ont. Donc du coup, on perd presque l'avantage qu'avait le 2.0 et qui n'est même pas encore le 3.0, avec une volonté de ces plateformes de pousser justement le collaboratif. Je rebondis juste sur le point technique qui nous a été dit, c'est qu'est-ce que le 3.0 pour vous? On va peut-être faire un petit tour de table pour les avancées que vous avez, et notamment je pense à David, puisque David, tu as organisé un hackathon RH il n'y a pas longtemps.
Donc on est censé être dans ce qui va arriver demain en fonction des besoins. Et là, ça a donné quoi en gros? Qu'est-ce qui était un peu les avancées, les tendances, les machins? Après, on peut enchaîner avec peut-être les cartes de temps. Enfin, tu analyses les tendances, Benjamin, voir un peu, parce que c'était quand même la demande légitime. J'ai pas fait cet impact au départ. On va le faire maintenant. D'accord. Alors moi, je pense que le recrutement 3.0, il n'existe pas encore. Déjà, parce que je pense que tout ce qu'on voit, et y compris sur le HR Hackathon qu'on a fait avec des développeurs de 42 et des étudiants de l'école Télécom Management, finalement, ce qu'on a vu comme innovation, on a vu des choses qui étaient des bonnes vieilles recettes, qui étaient modernisées, qui étaient beaucoup plus mobiles. Mais ça, le mobile, ça fait 10 ans qu'on en parle. Le social, ça fait 10 ans qu'on en parle. Le personal branding, où je me mets en avant, ça fait à peu près 10 ans qu'on en parle. Donc là, je pense qu'il va falloir que mes camarades se grattent la tête, parce que je n'ai pas encore la réponse sur ce qu'est le recrutement 3.0. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois à peu près ce qu'était le recrutement, l'évolution du recrutement à partir du CV, au-delà du CV et du job board en ligne, qu'on a connu dans les années 2004-2005. Par contre, le recrutement 3.0, je pense qu'effectivement, tu as parlé de l'utilisation des données, on a parlé de séquencement génétique tout à l'heure, enfin, on a entendu parler de ça. Enfin, il y a certainement des pistes qui sont vraiment novatrices, sinon je pense qu'on cherche l'efficience dans ce qui était déjà le code génétique du recrutement 2.0. Donc au mieux, on est en 2 points quelque chose. Voilà. Christelle, qui n'a pas encore parlé, quand même. Mais je vais revenir sur pour moi, le 3.0 n'existe pas parce que tout le monde n'est déjà pas au 2.0. Donc ça, c'est déjà un point assez important. Si on regarde le travail aujourd'hui qui est fait dans les entreprises, si on parle avec des recruteurs, tous les recruteurs ne sont pas au 2.0. Et on se rend compte aussi par rapport à ce point 2.0 que quand on explique au recruteur qu'il doit aller se mettre au centre d'une communauté et aller discuter avec les gens, aujourd'hui, c'est encore difficile. Donc, parler du 3.0, c'est pour moi, oui, on va parler de big data, mais le big data ne va pas résoudre tous nos problèmes, bien évidemment. Il y a toute la partie feeling, la culture, les valeurs que vous allez pouvoir tracer, entre guillemets, avec le big data, mais le facteur humain, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc on va avoir, oui, des machines qui vont nous aider, mais vous restez dans une situation où vous êtes en face à face avec une personne. Et ça, c'est un point vraiment important pour moi. Là, je fais mon feignant, je demanderai... Mais on ne voulait pas boucler le tour de table pour leur définition, puis on rebondit après, vite fait? Parce que j'ai oublié de le faire au départ, et c'est peut-être bien. Donc répondre à la question qu'est-ce que le recrutement 3.0. J'ai un partenaire qui a voulu publier sur mon blog la présentation de sa solution. Et en fait, il est très en avance et sa solution a été hyper mal accueillie dans le groupe LinkedIn de l'APEC, qui est très très fréquenté. Tout le monde s'est étonné de cette pratique-là, etc. Et son idée, c'était de faire noter une candidature, sa propre candidature, pour aider les recruteurs, de faire noter une candidature par d'autres candidats au même poste. Alors évidemment, ça pose des questions un peu, pas seulement pratiques, mais un peu déontologiques. Mais son idée, c'était de faciliter le travail du recruteur pour faire la présélection par des homologues en concurrence et également pour le même poste, parce qu'il part du principe qu'un recruteur n'est peut-être pas aussi au fait de tous les métiers. Et donc voilà. Bon, alors ça, c'était une parenthèse. Et je suis d'accord avec Christelle pour considérer que le 2.0 est encore pas acquis par tous les professionnels du recrutement. J'ai un ami qui était chasseur de tête dans un grand nom du recrutement et qui lui, n'a pas pris le virage et change de métier. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est pas une obligation, hein. 2 choses. La première, même si on ne sait pas ce que c'est, au moins ça remplit les salles. Vous mettez 3.0 sur un truc, tout de suite tout le monde veut savoir ce qui se passe. Et la seconde chose, c'est peut-être déjà, avant d'essayer de définir ça, c'est de voir un petit peu la niche de personnes qui sont hyper en avance sur ce sujet. Mais du point de vue candidat. En gros, de voir quelles sont les pratiques des gens qui considèrent qu'avoir un CV, c'est un truc de loser, et qu'il n'y a pas besoin d'un CV pour trouver un boulot, si ce n'est comme papier à remplir quand on a déjà signé le contrat de travail. Genre, tu nous donneras ton CV, c'est pour les archives. Et donc, c'est-à-dire de se renseigner sur quelles sont les pratiques de vous, les designers, les développeurs, les gens qui sont en ce moment qui sont en recherche, qui sont en pénurie.
voir comment vous faites. Tu devrais venir là, tu verrais mieux. Non. Olé. Mais, par rapport au recrutement 3.0, est-ce que le recrutement 3.0, c'est pas justement d'arrêter de faire le recrutement avec des recruteurs, mais de faire des recrutements par les gens du métier? Moi, je vois ça, je suis UX designer, et il n'y a rien qui me casse plus les nodules que d'avoir un recruteur qui me demande, alors, je peux avoir ton CV et ton portfolio. S'il était UX designer, il saurait que j'ai pas le temps de me casser le cul avec mon portfolio parce que je suis occupé toute la journée chez le client et que je passe pas 1 heure chez moi à me dire « Oh, je vais faire des jolies mises en page pour mettre sur mon portfolio ». J'ai pas le temps. Mon CV papier, mais il n'a pas besoin de l'avoir. Et que les questions qu'il me pose, c'est de toute façon de quelle école tu sors et quel client t'as fait. Et le mec n'en touchera pas une dans le domaine que j'ai. Par contre, quand je tombe en face d'un UX designer qui s'occupe de mon recrutement, et comme on a déjà fait sur des projets à long terme, comme ici par exemple à la BNP, on a bossé 1 an et demi, où c'est nous qui recrutions les designers et les développeurs. C'était mon pote développeur qui faisait l'interview d'un développeur, je faisais l'interview d'un designer, et où on recrute en fonction de ce qu'on sait, puisqu'il va faire le même boulot que nous. Qu'est-ce qu'un recruteur connaît au métier des gens qu'il recrute? Donc peut-être que le 3.0, c'est juste dehors les recruteurs et de laisser faire les professionnels recruter les professionnels. Bon, il n'y a pas de recruteur, presque. Non, mais juste, alors, petite annonce. Demain, je fais avec vous, hein, puisque vous allez venir. Le thème de l'intervention, c'est ubérisons la RH pour son bien et surtout notre bien. De l'atelier d'ailleurs, puisque c'est 10 minutes d'impact, voilà. Et c'est 30 minutes de débat, mais vraiment débat dans une autre configuration que celle-là. Je voudrais juste quand même relativiser ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu es sur un secteur d'activité, un type de métier quand même assez particulier. D'abord très technoïde, et puis qui est vraiment sur t'es l'usine intelligente et créative. Donc voilà, ça se lit pas dans un CV Word, on est d'accord. Par contre, il y a beaucoup d'activités, et qui représentent quand même des centaines, des millions de personnes, qui sont basées sur une expérience. Ils ont vendu ça, combien de fois, à qui, etc. Ils ont la certification Tartampion, ils peuvent faire ce genre d'activité. Ça, je pense que le recrutement doit aussi s'adapter en fonction de l'offre et la demande. Ce qui est sûr, c'est que le recrutement 3.0, ça doit être quelque chose qui améliore la fluidité entre l'offre et la demande et la visibilité. C'est-à-dire qu'après, que ça soit sans passer par la RH ou avec la RH, via un intermédiaire ou sans intermédiaire, ça trouvera certainement son chemin. Mais aujourd'hui, il y a combien de postes qui ne sont pas pourvus, il y a combien de personnes qui ne sont pas à l'aise dans le job où ils sont aujourd'hui ou dans l'entreprise dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc c'est là où on a encore beaucoup de progrès à faire. Il s'ennuie là. Quand on pose la question du recrutement 3.0, on devrait se poser la question du travail 3.0. Ça va être quoi le travail demain? Quel va être le contrat de travail? Le CDI, il est quasiment en voie de disparition, on le sait, il y a eu pas mal d'articles là-dessus. C'est le CDD, mais c'est surtout l'entrepreneuriat, c'est surtout les auto-entrepreneurs, c'est surtout des gens qui décident aussi d'avoir leur propre activité, etc. derrière. Et on voit bien que le contrat de travail, le code du travail, tout ça va évoluer. Si vous partez là-dessus et que vous vous dites que finalement, le rêve maintenant de quelqu'un qui se fait recruter, ce n'est pas forcément de faire une carrière de 20-30 ans, c'est peut-être d'être sur une mission pendant X années, voire mois. D'un seul coup, ça devient différent. D'un seul coup, ça devient différent. Et d'un seul coup, vous vous dites, tiens, peut-être que même le recrutement sur géolocalisation, c'est possible demain. C'est-à-dire que je vois les gens qui sont autour de moi, qui ont des compétences, qui pourraient travailler, que je pourrais rencontrer facilement, et je le fais comme ça, rapidement. Je ne demande pas à avoir toute une démarche, etc. C'est peut-être voilà, un des angles de ce recrutement 3.0. Ah, pardon, je reprends du service. Ce qui me frappe, c'est qu'on parle quand même de recrutement pour les compétences des gens, à mon avis, donc d'une manière vraiment très traditionnelle. Moi, ça fait des années que je recrute des gens pour leur potentiel. Et le potentiel, ça ne se lit pas dans un CV. Et soit dit en passant, ça ne se lira pas dans la géolocalisation non plus. D'ailleurs, je note qu'on a beaucoup parlé de sourcing et pas tellement d'assessment dans le recrutement. Oui, ma réflexion, moi, c'était effectivement sur la partie recrutement, je suis d'accord, mais est-ce que la problématique de ne pas arriver à mettre ces éléments en place, ne serait-ce qu'au niveau du 2.0, c'est déjà qu'il faudrait peut-être une gestion des compétences qui soit 2 ou 3.0 au niveau entreprise, ou des cas vécus de personnes qui ne sont jamais sollicitées sur tel ou tel projet, alors qu'elles ont eu des connaissances et que ça a été stocké dans une case d'archives CV, et qu'on ne s'y intéresse plus une fois que la personne a passé sa période d'essai.
Je pense que c'est pas nouveau non plus, donc je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus. On en a eu un début avec le témoignage de la recruteuse ou du recruteur qui disait que la cooptation sociale dans LinkedIn, c'était vraiment nul et que ça servait à rien. Donc, quelque chose qui est intéressant parce que justement, ça pouvait donner un élément complémentaire. Pour information, c'est des choses qui avaient été lancées par Jobster en 2004 et que John Meters avait copié en 2005. Le fait de pouvoir socialement additionner des feedbacks positifs sur des compétences de son réseau pour justement appuyer et aider la prise de référence que font les recruteurs ou que rêveraient de faire les recruteurs de manière très efficace. Et ça, c'est une information qui est très intéressante, sauf qu'elle est très coûteuse à obtenir et c'est pour ça que c'était limité au cabinet de chasse de tête sur des profils assez haut de gamme. Je pense que aujourd'hui, il y aura certainement besoin de learning machine, hein, des choses qui vont être avec des algorithmes qui permettront peut-être de détecter des choses que nous, on ne sait pas le faire de façon simple, avec des signaux faibles, avec du rassemblement d'informations. Quand on voit ce que Facebook commence à pouvoir faire sur notre vie sociale, business, économique, on peut imaginer qu'il peut peut-être détecter des choses sur notre potentiel. Si par exemple vous intervenez dans des conférences, si vous écrivez des articles, si vous avez un blog qui est actif, plutôt que pas de blog, etc., sur une thématique et comme par hasard celle que vous cherchez, etc. Ça, c'est très difficile, c'est impossible. C'est comme un chasseur d'or qui dit bah, tiens, dans ce pays, je vais trouver de l'or, ça va être compliqué, il faudra beaucoup de choses pour trouver la pépite. Avec ce genre de machine et ce genre de Big Brother, on va dire aussi, on va pouvoir peut-être détecter peut-être des prédictions de potentiel ou des compétences intéressantes sans que la personne l'ait forcément mis en avant. Je peux prendre la parole là, juste pour dire que certains trichent déjà en fait avec ça. Il suffit de mettre des mots-clés en fait dans un fichier en blanc c'est l'effet pervers du système en fait où le moteur de recherche va aspirer les mots-clés. Non mais monsieur, on a dit on arrête alors. Ça joue. Si je peux juste. Oh. C'est clair que quelqu'un qui influence, on va le chercher, alors que quelqu'un qui n'est pas influent, on va peut-être le trouver. Voilà, c'est différent. Moi, j'imagine assez que ça se passe un peu comme pour une entreprise en freelance où tu mets le pied dans la porte et tu essayes d'avoir une démarche créative. Bon, moi, je suis UX, mais une démarche où tu te mets en avant et où tu sors un peu de la pile, tu sors un peu des sentiers battus. Non pas forcément par ce que tu as fait, mais par la façon dont tu vas rencontrer les gens ou les recruteurs. Est-ce que vous avez déjà vu autour de vous des démarches originales d'approche? Aux États-Unis, dans le digital, en dessous d'un score sur cloud, par exemple, en dessous d'un score de 40, mais le CV, le candidat n'a même pas accès, même s'il postule. C'est pour ça que je parlais d'influence. Ouais, mais là, c'est du bruit, c'est même pas de l'influence pour moi. Cloud, ouais. c'est que du bruit. C'est une première... On est d'accord que c'est pas 100%. Ce que je trouvais intéressant tout à l'heure, c'était la réflexion de, finalement, le recrutement 3.0, c'est peut-être aussi non seulement attirer, savoir recruter, mais surtout savoir retenir et savoir mettre en avant les potentiels qu'on a recrutés. Dernièrement, il y a eu une super campagne de recrutement d'une marque qui commence par M et A et qui fait des gâteaux, des trucs comme ça, machin. Donc ils sont très forts en ce moment sur tout ce qui est image marque employeur. Là où ils sont moins forts, c'est sur la rétention des talents. Ils ont un turnover qui a explosé. C'est-à-dire qu'en même temps, ils ont recruté parce qu'ils avaient su faire des trucs genre chasse au trésor, enfin ce qu'on veut, etc. En même temps, ils n'ont pas su non plus valoriser les gens, avoir un parcours d'intégration qui était intéressant à l'intérieur, savoir développer les compétences, les retenir, etc. Donc quand on parle recrutement, forcément à un moment, on doit parler aussi de ces personnes, une fois qu'elles sont dans l'entreprise, comment elles vont avoir, quel parcours elles vont avoir pour qu'elles restent dans l'entreprise et qu'elles soient performantes dans l'entreprise. Et même dans les entreprises qu'on accompagne, et puis quand on met la grosse plomberie de ce qu'on appelle le SIRH dans les organisations, c'est quand même l'endroit où il y a le plus d'informations sur les individus, normalement. Ils ont des entretiens d'évaluation, ils ont maintenant des entretiens de développement, ils ont des CV de carrière, ils ont etc. etc. Même, et surtout là, presque, il y a un gâchis, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord chercher à l'extérieur, souvent avant de trouver en interne. Et quand ils se disent on va quand même chercher en interne, comment on fait?
Où est-ce que on va, tiens, j'ai entendu parler de Polo qui est très très bon, par Robert, il y a Stéphanie qui est très 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 intéressante, on va essayer de les voir. Et on met une annonce de manière très traditionnelle en disant s'il y a des volontaires, faites-vous ça connaître. Il n'y a aucune information proactive. Je pense que Cloud bon, il y a des travers, mais c'est déjà, la recherche, c'est comment on peut évaluer cette influence, parce que l'influence, c'est quand même un indicateur de reconnaissance sociale, peut-être qu'on a quelque chose, ou qu'on utilise de manière un peu assez fin, mais ça fait partie du jeu. Voilà, quand on est graphiste, on veut montrer qu'on est le meilleur. Quand on est consultant, on veut montrer qu'on est aussi bon, si on veut être sur le marché. On abrège un peu là-dessus. J'ai une question. Juste un petit point, ça rejoint le point de monsieur et le point de l'autre personne qui était là-bas, qui expliquait on rentre dans la boîte et on ne fait plus attention à la compétence X qu'on m'avait demandé d'avoir. Il y a tout le travail de la fluidité de l'information dans l'entreprise. Donc, pour revenir sur le SIRH, j'ai un super outil, mais je ne sais pas comment je vais aller faire remonter l'info. Et si je ne suis pas assez visible dans l'entreprise, j'évolue pas dans l'entreprise. Et donc, il y a aussi ce jeu de comment je me markete dans ma boîte, ce qui est aussi important, parce qu'on parle de recrutement, c'est comment je me markete à l'extérieur, mais c'est comment je me markete aussi dans l'entreprise. Et pour revenir sur Cloud, si vous avez un Yammer dans votre boîte, vous avez aussi la possibilité de faire un ranking sur vos collègues, sur quelles compétences a cette personne-là, ou elle m'a aidé sur telle thématique. Et donc, c'est arriver à apporter aussi cette fluidité dans, pas uniquement le SIRH, mais dans les autres systèmes qui existent dans la boîte. Juste point technique, puisque tu cites Yammer, il y a un local de l'étape qui s'appelle Talentrock, qui fait de la gestion de compétences un peu innovante et sympa. Donc quand même, comme on est à Nantes, qui sont de Nantes, je pouvais juste faire ce point technique. Pardon. Avec du mind mapping de compétences, en gros. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit une petite génération là, de 4, 5, il y a Clustery, il y a Talentrock, de start-up RH qui viennent sur le marché. Et la France est toujours assez innovante sur le domaine RH en termes de start-up aussi. Et effectivement, l'angle d'attaque qu'ils ont à peu près tous, c'est pas tellement le recrutement qu'on a beaucoup connu effectivement il y a une dizaine d'années, mais c'est surtout la gestion des compétences et ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'identification de manière intelligente et libre service des compétences des gens. Donc, Frédéric Inopegasi, donc moi j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de marque employeur. Et pour moi, la vision du recrutement 3.0, ce serait justement passer d'un recrutement sur fiche de poste, sur quelque chose de froid, à un mix entre recruter un potentiel et je ne sais plus. Et par rapport à ça, en fait, par rapport à la marque employeur, on observe en ce moment des marques comme Heineken qui sont en train d'apporter de la gamification du recrutement. C'est-à-dire que le recrutement d'un poste clé, comme chez Heineken, c'était responsable des partenaires sportifs Monde, je crois, et bien du coup devient un événement. Et du coup, on fait d'un recrutement d'un poste clé un événement et on partage ça. Donc c'est un événement de team building et fédérateur en interne, et en même temps, c'est un bon exercice de marque employeur. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une tendance? Je vais être chiant, j'y crois pas du tout en fait. Je pense que ça fait de la cosmétique RH, c'est pas du tout authentique, et finalement le recrutement 3.0 c'est peut-être revenir à l'authenticité. Je supporte plus toutes ces marques qui vendent du vent à des gens qui sont contents de participer et qui arrivent à l'intérieur. Alors, ils ont été recrutés soit sur les réseaux sociaux, avec quelqu'un qui était sur LinkedIn, avec un témoignage de quelqu'un dans l'entreprise qui était sur LinkedIn aussi, avec même le fil Twitter, etc. C'est génial, c'est super, etc. Ils arrivent dans l'entreprise, il n'y a rien sur l'intranet, il n'y a pas de service. Le réseau social, oui, on y réfléchit, il est en construction, etc. Les compétences, j'en parle pas. Il y a un moment où il n'y a pas d'alignement. Quand il n'y a pas d'alignement, vous pouvez faire ce que vous voulez en externe. Quand ça se passe à l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur, comme disait l'autre. Donc, si on ne travaille pas sur l'interne pour ajuster l'externe, il y a un moment où le décalage va vous desservir. Ça ne sert à rien de recruter des gens sur des promesses que vous ne tiendrez pas en interne. Alors, si, dans le cas de Heineken, ils arrivent à faire mousser même en interne, très bien, mais j'en doute. Il n'y a pas de micro à gauche là-bas, donc ça parle toujours à droite et pas beaucoup ailleurs. Et j'ai une question. Je voulais poser ma question concernant principalement les populations de développeurs et de designers. On entendait tout à l'heure que la méthode de recrutement n'était pas forcément toujours adaptée.
parce qu'on ne parlait pas forcément du cœur de métier et que les recruteurs avaient plus l'habitude d'autres métiers, de la vente, du marketing administratif et autres. Je voulais savoir ce que vous constatez. Est-ce que le système annonce, réponse à l'annonce est toujours efficace sur ces populations-là? Est-ce qu'il y a des sites spécialisés? Sachant que, à mon goût, les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps pour un recruteur parce qu'il faut vraiment s'imprégner, prendre du temps, brasser de l'indoné qui est pas toujours authentique parce que les gens ont tendance à se mettre en avant et c'est pas forcément eux les meilleurs. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, pour en revenir à Quent, ils ont un système qui s'appelle le Cloud Wall. Et en fait, c'est un système de gestion dédié uniquement à leur activité, qui est donc le recrutement, le placement de personnes en mission, en CDD, en CDI. Et ils sont sur les métiers de la communication, du marketing et du digital. Et ils m'ont montré en fait cet outil. C'est sûr que ça suffit pas. Évidemment, ils sont une équipe en France de 15 personnes et ils sont organisés pour se répartir, pour unir leurs forces en fait, et pour exploiter justement tous les flux de données, y compris les réseaux sociaux. Ils savent que les UX designers se cachent. Ils savent, voilà, mais ils ont un outil qui a été complètement développé pour eux dans l'entreprise depuis 15 ans, qui évolue et qui apparemment est satisfaisant pour leur mission. Voilà. Je me permets juste une petite réponse parce que c'est aussi une partie de mon métier. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous attendez vraiment en termes de candidature? Parce que le CV lettre de motivation, ça ne vous engage pas tellement quand vous êtes candidat. Vous n'avez pas forcément les bons. Et des mini-challenges, même si c'est juste un questionnaire intelligent qui vous permet déjà d'être dans une phase d'assessment, c'est quand même quelque chose de plus pertinent, notamment quand vous les insultez pas sur leur intelligence, c'est-à-dire que vous leur donnez un challenge, quoi, pas nom, prénom, tout ça. Juste pour partager une expérience, j'ai cherché un ou une designer, il n'y a pas très longtemps pour un projet client, donc c'était plutôt freelance. J'ai galéré, vous voyez le truc de kayak, la publicité de kayak, où ils font plein de sites, etc. Mais c'était saoulant d'aller sur les sites des individus avec des chartes, des structures des sites qui étaient complètement différents. Moi, le seul truc qui m'intéressait, c'était de voir le portfolio, de me balader là-dessus, de flasher sur un truc. Et si je pouvais avoir un site qui me fait un comparateur de portfolio intégré, où je peux dire, tiens, ouais, je suis plutôt dans ce style-là, tiens, lui, je l'aime bien. Ah, il s'appelle Marie, etc. Je la contacte. Et ben, si ça existe, ben voilà. Je pense que ça, c'est une réponse adaptée. Voilà, si vous recrutez un commercial, ça ne marchera pas, mais un graphiste ou un designer. Ça s'appelle. Alors, attends, je disais juste pour la dame qui n'a pas entendu, ça s'appelle Dribble ou Behance, où il y en a d'autres. Et effectivement, chercher la communauté spécifique, elle n'est pas forcément sur Viadeo, LinkedIn quand vous pensez communauté. Cherchez la micro-communauté intéressante pour vous. Je voulais juste répondre à votre question de tout à l'heure. Pour moi, la problématique, c'est il y a deux étapes. Il y a premièrement recevoir suffisamment de candidatures, autrement dit mettre les gens au courant qu'on est en recherche de quelqu'un. Mais déjà pour l'entreprise de faire une... Alors, on se fait un petit ping-pong. Pourquoi avoir... Est-ce que c'est un bon indicateur le nombre de candidatures? Je ne cherche pas la quantité, je cherche juste à avoir le choix entre les candidats. Oui, ok. Oui, certes, ça n'arrive pas toujours. Donc, premier point, c'est avoir des candidatures, 1, 2 ou 12. Mais la deuxième étape que vous citiez, c'est comment se passe l'entretien et le recrutement. Et là-dessus, je vous rejoins, c'est quelque chose que moi je mets en pratique, c'est-à-dire au moins un minimum de cas pratiques à échanger avec le candidat pour voir comment il s'en débrouille et du coup l'évaluer en action. Moi, j'ai une observation et une question en même temps. Première chose, c'est que depuis tout à l'heure, on continue à parler, notamment si on veut parler d'une population spécifique, développeurs et toute la famille qui va autour, on continue à parler comme si c'était les entreprises qui avaient le pouvoir sur ce coup-là. Alors que, il me semble que c'est notamment pour ça, ça n'a jamais été aussi marquant que ce sont les développeurs qui, voilà, et même le développeur le plus naze qui commence pas avant 11h du matin en visitant YouPorn, même lui, il a du boulot. Maintenant, est-ce que ça existe ou pas quelque chose auto-organisé par les développeurs, selon le gros hacking tellement à la mode en ce moment, où on ne fait pas confiance aux entreprises, on ne fait surtout pas confiance aux recruteurs, et en fait on s'arrange entre nous.
dans des choses, ça peut être géographique, ça peut être local, ça peut être, mais en tout cas pas forcément ouvert. On se coopte les uns les autres, ça te rappelle quelque chose? Mais en fait, c'est nous qui sommes capables de juger qui est compétent, qui ne l'est pas, à quel niveau, etc. Et puis c'est nous qui, ensemble, déterminons quelle est l'entreprise pour laquelle on aurait envie ou pas de travailler. Prenez le pouvoir, montez une coopérative, une espèce de syndicat intelligent du 3.0, prenez le pouvoir. Alors juste pour répondre à Benjamin, il y a un début de commencement de réponse à ta question sur les développeurs avec GitHub, qui est un repository de code sur lequel, au départ, ils étaient qu'entre eux, et maintenant, on a mis un peu le verre dans le fruit parce qu'on peut aussi y accéder autrement. Et puis Stack Overflow ou ce genre de clones. Mais il y a encore après des groupes plus recrutés sur les groupes Yahoo, Google, ça marche encore aussi, hein, parce que c'est un peu confidentiel, mais de temps en temps, il y a des gens qui échangent des bonnes pratiques à l'abri des regards et des radars. Je rebondis sur ce point parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recruteurs dans la salle ou de gens qui font partie des RH. Et comme vous le disiez, en tant que développeur ou en tout cas acteur de la tech, aujourd'hui, notre problème, c'est pas de nous faire recruter. Aujourd'hui, notre problème, c'est de trouver le bon match sur la durée de la mission, le type de projet sur lequel on a envie de contribuer. Peut-être que ce que moi j'ai envie, c'est différent de mon petit copain et qu'on est tous les deux très bons, mais dans des contextes différents. Et aujourd'hui, on a peu d'outils. Pour nous, je parle d'outils tech, tout le monde parle de big data, même si c'est un peu un buzzword. Il n'y a pas beaucoup de projets aujourd'hui qui font vraiment du big data, hein. On voit qu'il y en a qui sont encore en 2.0, alors avant qu'ils passent en 3.0, on a un peu de temps. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique en tant que candidat pour identifier les entreprises ou les projets, si on parle uniquement de projets sur du freelance, sur lesquels ça nous semble pertinent d'avoir un match entre un besoin et une compétence qu'on pourrait apporter? Comme Studica, mais qui reste niveau stagiaire, je crois. C'est un peu l'idée, quoi. L'idée, c'est que des entreprises ne mettent pas en avance des postes, mais effectivement des projets. Non, mais Vincent, je le dénonçais, il disait, putain, c'est un peu des divas, quoi. Il faut aller chercher. Mais je pense qu'effectivement, on est dans cette asymétrie du marché qui n'est pas exactement le cas pour tout le monde. Donc, il faut en profiter. Et c'est clair qu'en termes d'innovation, je sais pas, des bases de données TechCrunch, par exemple, avec toute l'information qu'ils ont sur les startups, ils auraient pu inventer ou proposer ou s'associer pour avoir un service de mythique, entre guillemets, entre des développeurs et des startups. Dans les critères, moi, quand j'ai monté une start-up, les questions que j'avais eues, alors ça il y a longtemps, mais maintenant je pense que c'est au moins la même chose, c'est vous en êtes où dans la levée de fonds, vous avez qui au board, est-ce qu'il y a des gens vraiment passionnants, sur quoi je vais travailler, quelle langue, quel langage, etc., etc. Il y avait des questions, mais qui n'étaient absolument pas dans une annonce RH. Hein. Et donc ça, je pense qu'il y a des spécificités dans votre secteur auxquelles il faudrait répondre, et il y a certainement des endroits où avoir l'information un peu plus automatiquement que d'interviewer chaque entrepreneur. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur ce que disait monsieur là, je ne sais pas comment il s'appelle. Bonjour. Et ça rebondit en même temps sur ce que vous disiez là tantôt, où avec ces campagnes RH qui sont surcommerciales, on dirait une grosse pub pour la nouvelle Apple Watch, et qui ne sert à rien in fine. En tout cas, dans nos domaines, je suppose qu'il est aussi dans le domaine du design, du développement et tout ça. Finalement, c'est pas le job en soi qui nous intéresse, parce qu'on s'en fout. On designer pour une boîte ou pour une autre, pour nous c'est la même chose. Développer un programme pour une boîte ou pour une autre, c'est la même chose. Ce qui nous manque, et c'est vrai que c'est ce qu'on n'a pas, et c'est ce que je pense les recruteurs ne font pas, nous on a envie d'appartenir à quelque chose. Et le recruteur, c'est vraiment très rare qu'en fait il nous vend la boîte. Non, il nous analyse nous, mais on ne sait pas dans quoi on va tomber. On sait pas. Et le problème de rétention, c'est à un moment de se dire, il parlait du développeur qui se touche la nouille sur YouPorn jusqu'à 11h avant de commencer à bosser. Mon meilleur pote est développeur, c'est pas ce qu'il fait, il va pas sur YouPorn, il y en a d'autres, mais lui par exemple, il adore bosser la nuit parce qu'il est au calme. Mais si un jour il tombe sur une boîte qui va lui dire, écoute, tu peux bosser la nuit si tu veux, nous du moment que c'est développé, c'est fait, mais il n'aura même pas à se battre, c'est lui qui va demander à aller bosser là. Et en fait, il n'y a jamais un recruteur qui nous vend la philosophie de la boîte ou les valeurs de la boîte ou qui cherche à nous mettre par rapport à ça. On nous analyse juste, nous, en tant que qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, de quelle école tu as fait, comment tu vas travailler, etc. Mais notre boulot, on le fait où on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est appartenir à quelque chose. Je suis d'accord en partie, mais qui
qu'ils ne vous vendent pas les valeurs de la boîte, ça m'étonne quand même, parce que c'est généralement ce qu'ils ont à la bouche. Donc ça m'étonne. Parce que s'il ne le fait pas, il n'a pas fait sa checklist. Donc, mais par contre, donner du sens aussi. Après, ce qu'il faut voir, c'est que vous êtes micro quoi, dans le recrutement 3.0. Quand je parlais de diva tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une place qui est exceptionnelle, c'est que vous êtes ceux qui font que l'APEC, Pôle emploi, etc. se cassent la tête en disant vous vous rendez compte, avec 3,5 millions de chômeurs, il y a encore X places qu'on n'arrive pas. C'est vous qui choisissez. Ce n'est pas le cas de la plupart. Et si le recrutement 3.0, on commence, alors il faut le diversifier, il faut penser à des profils comme les vôtres, mais si on commence à le penser uniquement à l'aune de vos spécificités, on va se planter aussi. Donc il y a une responsabilité dans le fait de se dire que le recrutement 3.0 doit aussi avoir cette capacité à penser aux minorités exigeantes comme les vôtres, mais aussi à la grande masse. Et par contre, ce que vous dites fait écho quand même. C'est-à-dire que quand on recrute, si on n'arrive pas à recruter des gens avec lesquels on va être d'accord sur les valeurs d'entreprise, mais les vraies, pas celles qui nous ont pondues il y a 5 ans, où ils se marrent tous à l'intérieur et ah ouais, c'est ça. Putain, c'était le truc monument aux morts, quoi. C'était 14-18, on avait les mêmes valeurs. Ouais, on y croit encore. Ça ne marche pas. Mais si on n'arrive pas à vendre ça, et pas seulement à vous qui êtes exigeants, mais à tous ceux qui rentrent dans l'entreprise, déjà, on faillit à sa mission de recruteur. Pourquoi la dernière? On a encore un petit peu de temps, non? Je voudrais juste répondre à monsieur qui dit pourquoi les recruteurs, les patrons d'entreprise ne proposent pas à des développeurs de pouvoir travailler la nuit, le week-end, à leur rythme. Alors moi, je vais vous raconter une petite histoire. Je l'ai fait personnellement. J'ai pris un développeur. Il m'a dit, mon rythme, j'aime bien travailler le soir, le week-end, etc. C'était fabuleux. Ça a duré pendant 5 ans comme ça. Et puis pendant 5 ans, en fait, il a fait un petit fichier Excel avec tous ses horaires. Et puis au bout de 5 ans, il nous a mis au prud'homme. Et puis il a dit, c'est du travail dissimulé, c'est du travail le week-end, etc. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, hein, quand vous êtes patron. Voilà. Donc c'était pour intervenir. Voilà. Il y a beaucoup de patrons qui veulent donner en fait beaucoup de liberté au niveau des collaborateurs sur les horaires, sur la manière de travailler, etc. Le problème, c'est qu'on le paye très très cher. Voilà. Alors, ça dépend, je crois. Les deux doivent coûter quand même. Mais ça dépend de la promesse qu'elle vous a faite, en fait, au début. Alors, je me permets un petit point de technique. J'ai vu passer tout à l'heure en disant, par rapport à la question de monsieur, c'était il faudrait créer le meeting entre start-up et développeurs. Il y a quand même un réseau social spécifique qui s'appelle startuppers.com, dont la vocation était ça. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais vous pouvez aller regarder quand même. Ouais, il a cassé l'ambiance. Non, si. Désolé. Non, pas toi, les prud'hommes. Bonjour, je me pose la question par rapport à la formation. On a l'impression de chercher en fait le mouton à 5 pattes la plupart du temps. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'accueillir la formation, de prendre des personnes et de les former? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les formations sont nécessaires, mais arriver à faire bouger les gens pour qu'ils aillent en formation, parfois, c'est pas évident non plus. Alors, je ne mets pas la faute sur la personne qui ne veut pas se former. Aujourd'hui, même chose, la formation, on la pense à, oui, on va faire une session pour tout le monde avec une session le matin de telle heure à telle heure, et les gens n'attendent peut-être pas cette formation-là. Aujourd'hui, la formation individuelle est plus difficile à vendre par rapport au management, puisqu'il y a des coûts qui sont liés aussi. Si la stratégie RH est assez développée, on peut arriver sur ces points concrètement, et généralement on fait ça aussi pendant le trajet d'onboarding, c'est qu'on voit le potentiel de la personne et on lui dit on va dans les délais de 6 mois, 1 an, 5 ans, vous former à ces points-là qui sont vraiment des points individuels. L'entretien d'évaluation sert aussi à ça. Aujourd'hui, l'entretien d'évaluation, il est souvent vu comme je vais te mettre des beaux points et des mauvais points, et la formation n'est pas toujours prise en considération. Donc là, il y a vraiment des points encore à travailler.
Et c'est avec les managers et avoir des situations apprenantes. Aujourd'hui, c'est encore, bah oui, ça coûte, et est-ce que j'ai le budget pour pouvoir donner cette formation? Oui. Avoir un lead tech qui accompagne un développeur jeune, junior, je dirais une société qui fait des logiciels, je pense que c'est mieux qu'une formation formalisée en fait. Est-ce que parmi vous, certains connaissent des MOOC sur le design? Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est génial parce que justement, bon, pour prendre un autre exemple, on peut trouver un futur talent et puis lui proposer de suivre certains MOOC avant de rejoindre sa mission. Voilà. Ça peut aussi être un outil de recrutement, pardon. Non, mais tu posais la question sur le HR Hackathon qu'on a fait avec l'école 42 et l'une des applis qui était pour recruter des développeurs, qui avait été fait par les équipes RH et IT, c'était sous la forme d'un jeu mobile. Bon, il y avait le 2048 ou des types de jeux, et en fait c'était par rapport à la célérité ou l'agilité cognitive de pouvoir détecter effectivement une capacité à cliquer très très vite et à se repérer dans l'espace, etc., etc. À partir d'un jeu. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourra être déployé à grande échelle, mais il est clair, par exemple, sur World of Warcraft, il y a des entreprises qui ont recruté notamment des community managers parce qu'ils avaient un leadership qui était avéré, puisqu'ils prenaient le lead sur des clans, sur des groupes de personnes, au travers d'un usage qui n'était pas du tout pour le recrutement. Donc je pense que clairement, il y a du potentiel. Il y a la capacité, on parlait de comment on détecte le potentiel. Ben là, c'est du potentiel, puisque c'est du leadership dans un jeu en ligne. Est-ce qu'il va marcher dans un monde opérationnel? C'est un peu un pari. Je reviens sur ta question. Les recruteurs, faut se mettre à leur place. Ils ont un patron qui leur dit combien de recrutement, combien tu me coûtes, etc. Donc il faut qu'il ait les meilleurs dossiers possibles. Un meilleur dossier possible, c'est celui qui a toutes les compétences disponibles tout de suite. Le pari du potentiel, de la formation, il va peut-être nous surprendre, etc. Ça, c'est quand il commence à avoir du mal à trouver. D'accord ? On dit tiens, ouais, finalement, on va peut-être faire un peu, on va regarder les dossiers qu'on avait mis un peu de côté. Culturellement, en France, voilà, on a une barrière qui est assez ancienne, et donc on est purement rationnel, comme on a bien été dans certains cas. Et la rationalité, c'est je prends des compétences, quitte à chercher un mouton à 5 pattes qui n'existe pas, qui n'est pas disponible. C'est mon sujet de demain. Hein. Donc pour débattre vraiment, c'est ça. Ouais, moi, j'ai une petite question concernant, on a abordé les MOOC. Quelle réelle valeur a un MOOC aujourd'hui dans intégrer une candidature, intégrer un parcours voilà. C'est vrai que c'est un peu large comme question parce qu'il y a plusieurs niveaux de MOOC, on est d'accord. Mais globalement, il y a quand même, c'est quoi l'approche d'un recruteur? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça? Est-ce que, par rapport à un candidat? Il y avait une étude qui avait été faite l'année dernière à Paris Tech. Ça va être un peu court. En fait, il y avait une petite étude qui avait été faite à Paris Tech qui disait en gros que pour 50% des recruteurs, ceux qui avaient fait des MOOC, ce n'étaient pas des vrais ingénieurs. C'était des sous-produits d'ingénieurs. Et en fait, ils utilisaient un chiffre, mais mon avis se plante en disant d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a que entre 12 et 14% des gens qui suivent des MOOC qui vont jusqu'au bout. Et là où c'est une erreur, c'est que les MOOC, c'est comme sur iTunes. On achète on prend la musique qu'on veut dans l'album, on ne se tape pas tout l'album. Et qu'on est aujourd'hui dans de la formation, j'ai un problème, je veux le résoudre d'ici ce soir, je vais trouver le lien, et puis point barre. Le MOOC, je m'en tamponne en fait. Donc c'est un peu compliqué comme réponse à donner. C'est aussi la différence entre j'acquiers la compétence et j'ai un diplôme qui est censé prouver que je l'ai. Et dans vos métiers, comme vous apprenez tout le temps, j'ai tendance à dire que la compétence prévaut sur le diplôme. Et des écoles comme justement 42 mènent un peu ce chemin-là. Oui, justement. Voilà, donc avec Coursera par exemple, avec Coursera.org, sans faire de pub, on peut suivre un MOOC certifiant, d'accord. Et en plus, là il faut payer, avant c'est gratuit.
on peut afficher son certificat sur le profil LinkedIn. C'est ce que j'ai fait sur la gamification. J'ai suivi pendant 5 semaines ou 6 semaines un cursus de certifiant, d'accord. Et j'ai bossé. Enfin voilà, donc effectivement, j'ai fait des rapports avec du peer-to-peer en évaluation, avec des choses. Mais on sent que c'est pas un MOOC libre service comme tu l'as dit. C'est un vrai parcours, une vraie décision personnelle d'y aller pour un but qui est d'acquérir et de faire reconnaître cette compétence. Voilà. Et ça, je pense que ça a de la valeur, normalement, pour le recruteur. Encore faut-il qu'il la trouve, cette information. Ouais, moi, c'était une remarque par rapport à ce qui était dit précédemment sur l'intégration entreprise. Après, vous qui faites du recrutement, finalement, est-ce que c'est pas au recruteur d'aller faire du coaching et de prendre un pari sur une personne et de l'accompagner, justement, parce que sur du mode projet, voilà, sur du mode projet, on est à flux tendu et derrière, effectivement, il y a une difficulté en termes de disponibilité de temps, parce que voilà, quand il y a le temps des personnes est réparti de manière très juste au niveau du projet, enlever du temps à une personne pour intégrer une autre, on n'y gagne pas toujours. Donc est-ce que c'est pas au recruteur de prendre ce pari-là et après de voir ce qu'il fait au niveau de ses tarifs, ça après c'est votre métier. Le recruteur, vous avez déjà dit tout à l'heure qu'il ne savait pas recruter un profil spécifique. Alors si en plus vous lui demandez de l'accompagner et de l'intégrer, il va mourir le pauvre. Non, je pense que la solution n'est pas là. L'intégration, c'est aussi une intégration qui est plus large. Alors ça dépend des entreprises dont on parle. C'est vrai que moi en tête, j'ai souvent des entreprises assez importantes, mais c'est des trucs très cons. Mais quand vous arrivez, vous ouvrez quoi? Vous ouvrez le mail généralement, puis après vous ouvrez l'intranet. Si vous avez une communauté sur l'intranet qui est une communauté de nouveaux entrants, et dessus vous avez l'ensemble des questions que vous vous posez. Pourquoi? Parce que l'entreprise elle n'est pas bête, elle a suivi depuis 1 an tous les entrants et toutes les questions qu'ils ont posées à leur manager, au RH, à leurs collègues, etc. Et elle les a mis avec les liens. Et vous savez, pour la bouffe, il faut aller où? Vous savez, pour la carte, il faut faire quoi? Vous savez, etc. Là, déjà, vous avez gagné une partie. Si vous avez aussi la possibilité de joindre les personnes, parce que vous voyez leur profil, qui ont les compétences, qui peuvent répondre aux questions que vous avez demandées, etc., là encore, vous avez fait une partie dans le sens d'une intégration réussie. Après, le coaching, j'en pense à autre chose. Ouais, en fait, je vais faire ressasser mes souvenirs de guerre. Quand j'étais en Australie, donc marché de l'emploi, on était à 4%, donc là c'était global, et on avait un gros manque. Il nous manquait en gros 70 000 ingénieurs et 150 000 développeurs, UX design, etc., par an. C'est absolument énorme. Mais c'était il y a 4 ou 5 ans. Quand j'ai créé ma boîte de recrutement, en gros, le recruteur, c'est un peu comme l'image qu'il y a ici. Enfin, non, ici, en plus, on considère que le recruteur est incompétent. Donc en Australie, non seulement il était incompétent, mais en gros, il était quelque part entre le garagiste et l'agent immobilier. Ils ont vraiment cri du cœur. Donc j'ai fait plusieurs choses. En fait, quand je vous parle d'anti-recrutement, c'est que déjà, il n'y avait pas de recruteur chez moi. On était agent de carrière. Je ne demandais pas à mes recruteurs de trouver des clients pour aller foutre des annonces, pour ensuite faire des entretiens et refourguer ce qu'ils trouvaient aux clients et en se prenant 20% de marge au passage. Je leur demandais de trouver 100. Alors nous, à l'époque, on appelait ça talent, appelez ça potentiel si vous préférez, 100 personnes, et donc 100, et de tourner en fait sur ce réseau de 100 pour leur trouver du boulot. Une fois que c'était fait, rester en contact avec elles, les conseiller par rapport à des formations si l'entreprise ne le faisait pas, et très souvent, hein, c'était l'Australie, il n'y a pas toutes les problématiques de formation qu'il y a en France, qui nous aident pas mal, donc d'être le suppléant par rapport à ça. Et en fait, on s'est retrouvés vraiment avec des agents. Et j'avais 40 personnes qui s'occupaient de ça. Donc j'avais en gros 4000 personnes internationales qui géraient ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en France? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients pour ça, mais en tout cas, je n'ai même pas essayé. Bon, en tout cas, ce n'est pas les cabinets de chasse de tête. Il y a encore des questions? Et c'est bien, continuer comme ça, parce que demain, c'est full participatif. Hein. Là, aujourd'hui, on est bridé, et je suis fier de vous, vous avez posé plein de questions. C'est nous qui faisons ça. Donc je reprends la parole. Bon, je trouve ça juste dommage que on parlait de la gamification tout à l'heure. Il y avait une vision un peu obscure des marques, etc. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait de la cohérence entre ce qui est dit à l'extérieur et à l'intérieur. Et c'est pas parce qu'il y a des entreprises qui font du social washing qu'il ne faut pas accompagner les entreprises pour justement ramener de la cohérence à l'intérieur. Voilà. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir une vision optimiste. Une remarque, si le recrutement 3.0, c'est de recruter, donc non pas sur faire des fiches de poste sur des compétences, mais plutôt sur du comportement mixé à du potentiel,
Là, je trouve ça un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y aurait une méthode? Si vous pouviez nous donner quelques clés pour recruter, faire un bon recrutement sur comportement et potentiel. En fait, j'en ai une. Ce qu'on fait, que si jamais vous un jour vous cherchez du boulot en Australie, ce qu'on fait tous systématiquement, on vous demande deux personnes qui travaillent avec vous dans l'entreprise d'avant. Donc après, on n'est pas con non plus, on sait que vous donnez des noms de copains. Donc on appelle le chef, on essaie de trouver le chef des personnes que vous nous donnez, pour savoir comment s'est comportée la personne dans la boîte d'avant. Ça, c'est imparable. Après, il y a peut-être des systèmes plus informatisés. Moi, je suis une adoratrice de la mise en situation. Alors, en général, ça ne plaît pas trop aux candidats parce que ils ont déjà parfois des tests à passer, ils ont parfois des entretiens successifs à passer, etc. Mais je trouve que la mise en situation est profitable aux deux parties, celui qui recrute et celui qui est intégré, parce qu'il peut prendre confiance en lui, se dire qu'il est capable de le faire, montrer ce qu'il sait faire, et au moins, je trouve qu'il y a moins de malentendus après une mise en situation. Voilà. Mais c'est peut-être pas valable pour tous les métiers. Ouais, sur les développeurs, c'est intéressant parce qu'on a eu un premier exemple avec dans l'entretien de recrutement, on lui fait passer des tests. Moi, j'ai eu des feedbacks de développeurs qui disent j'ai écrit que je suis développeur Java, ça fait 5 ans que je le fais, il ne va pas m'apprendre, il ne va pas me demander à faire une démonstration de code. Je veux dire, c'est n'importe quoi, je ne vais pas perdre de temps, puis s'ils ne sont pas contents, je vais ailleurs. Donc le processus est important, et il ne faut pas non plus penser qu'à soi, à essayer de se sursécuriser par rapport à ces inquiétudes qu'on peut avoir. Je comprends effectivement que la mise en situation est le meilleur prédicteur effectivement de la compétence. Des études l'ont montré. Hein, l'un des pires, c'est l'entretien. Donc, la graphologie, c'est notre spécificité, elle est très française. Mais l'astrologie aussi peut-être. Ouais, l'astrologie, la zoologie, enfin je sais pas, mais la numérologie, la colorologie, etc. Mais c'est par contre, mais je pense que c'est difficilement transposable à grande échelle. Pendant le HR Hackathon que j'évoquais, c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas fait comme un événement de recrutement, parce qu'il n'y avait que 60 on va dire, profils. Ce n'était pas quelque chose de volume, etc. Par contre, il y a eu des vraies mises en relation entre collaborateurs et talents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils y ont passé du temps, comme pour vos entretiens de recrutement où vous leur demandez de faire des tests qui les gavent, mais sauf qu'il y avait un feedback, c'était gamifié, ils font une super expérience sympathique, c'était plutôt sympa. Et la deuxième chose, c'est qu'ils pouvaient gagner des choses. Donc il y a un coup, il y avait un équilibre, c'est-à-dire que je donne de mon temps, mais je reçois un événement et je peux gagner des choses. Pas simplement te donner la confirmation de quelque chose que je t'ai déjà écrit, que je savais faire. Alors, puisqu'on parle justement de 3.0, sur le sujet, il y a quelque chose qui m'intéresserait de voir, notamment avec toi, Carole. C'est le robot dans la partie assessment. On a parlé de Mathilda, qui percevrait mieux qu'un humain les émotions, les traits et ce qu'on perçoit, en fait, et qui éviterait l'effet de halo dans le recrutement. Une psychologue comme toi, ça en pense quoi? Ouais, tu m'as l'air beaucoup mieux renseigné que moi, donc je sais pas, je vais essayer de réagir, mais je sais pas si j'en serai capable. Ce qui est sûr, c'est que grâce à la science et aux expérimentations, avec la validation des scientifiques de données, on va forcément progresser, et je l'espère, je le suppose et je l'espère, dans le domaine du recrutement. Mais je connaissais même pas Mathilda, donc je pense que c'est plutôt à toi d'expliquer. L'année prochaine, on vous la présente et on fait des faux entretiens avec. Juste sur le recrutement, je crois qu'on a oublié aussi la période d'essai. La période d'essai, elle est considérée maintenant comme quelque chose de... c'est bien, tu es recruté, donc c'est bon. Non, c'est une vraie période d'essai. C'est là où aussi, des deux côtés, on peut s'apercevoir que ça ne va pas. C'est un peu renouvelable. Je sais pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui... on s'en fout, 3 mois, 6 mois, 1 an, il faut voir ce qui se passe le lendemain où elle s'arrête. C'est ce jour-là qu'il faut voir ce qui se passe.
Juste sur l'intégration, enfin, qui est un processus, vos 3 premiers mois, qui sont accessoirement la période d'essai à peu près. Mais vous êtes bien sûr les uns et les autres en termes d'organisation, de plus en plus vers des organisations agiles. Et ton parallèle entre recrutement 3.0 et mode d'organisation 3.0, bah, mettez-les sur un sprint, s'ils sont développeurs, mettez-les sur un développement rapide. Vous allez voir ce qu'ils ont dans le ventre en une semaine. Vous les mettez en hackathon interne. Vous avez un commercial, vous lui mettez un objectif très précis, vous le pilotez comme un sprint, vous verrez son élément. Ça exige de votre organisation de s'adapter, c'est clair. Je parle plus. En plus, je crois que le temps qui nous est imparti est plus ou moins fini. Est-ce que c'est le cas? Quelqu'un peut me le confirmer? Normalement, on finissait à 18h15. Pétante? Non, il y en a une encore. Ah bah Christelle, le presque mot de la fin. Juste un petit point, la période d'essai a été supprimée en Belgique l'année passée en juillet et ça n'a absolument rien changé au niveau management dans les entreprises. Il n'y a pas plus de gens qui partent, plus de gens qui restent et les comportements ne shiftent pas alors qu'on était sur le même modèle de... Généralement, c'était 6 mois de période d'essai. Ici, ça a été supprimé et ça n'a absolument rien changé. On arrête très vite la partie de poker menteur, du coup, et c'est pas plus mal. Je suis désolé, pour aujourd'hui, on se quitte. Vous m'avez vu m'asseoir sur une espèce de galette. C'est très confortable. Vous les testerez demain, vous verrez. Vous avez vu ce gros ballon, ça participe au débat de demain. Je vous en dis pas plus. Il faut être là demain vers 9h, 9h15 devant Trampolino, la salle avec le gros chat. Vous l'avez forcément vu, on essaiera de dresser le drapeau pirate. C'est un format vraiment différent. Il y aura 10 minutes d'impact un peu fort de ces messieurs, dames et de ceux qui n'ont pas encore pu arriver. Ça va décoiffer, on sera peut-être déguisé, et vous serez beaucoup plus présents que là, même si vous avez été super présents, et je pense que vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup.